Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va poursuivre le cours sur la décolonisation, ce qui donc s'insère dans le contexte plus global de la guerre froide, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle notre problématique. On va essayer de voir dans ce chapitre comment les pays colonisés vont obtenir leur indépendance, c'est-à-dire vont retrouver leur liberté vis-à-vis des puissances coloniales, notamment les puissances européennes. On va le faire dans cette deuxième partie qui s'intitule Comment se déroule la décolonisation en étudiant deux cas. Tout d'abord, celui sur lequel vous avez dû normalement travailler, c'est-à-dire l'Inde, et dans un deuxième temps sera l'objet d'une deuxième vidéo sur l'Algérie, parce que ce sont deux cas très différents d'obtention de l'indépendance. Une indépendance négociée, c'est-à-dire sans passer par l'utilisation des armes dans le cadre de l'indépendance indienne, contrairement à l'Algérie où il faudra une véritable guerre pour obtenir l'indépendance. Si vous avez lu l'introduction, vous avez vu que la lutte pour l'indépendance de l'Inde commence avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a déjà des actions qui sont menées avant la Deuxième Guerre mondiale, et vous avez aussi remarqué que le territoire indien, le territoire de la colonie anglaise en Inde est beaucoup plus vaste que l'Inde actuelle. Aujourd'hui, ce serait donc le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et la Birmanie. Un territoire immense donc, et dans lequel sont présentes différentes religions, notamment l'hindouisme et l'islam. On verra que ça aura une importance pour la suite. Un personnage qui incarne véritablement cette indépendance indienne, c'est donc Gandhi, sur lequel vous avez dû faire quelques recherches. Gandhi, c'est à la fois donc un homme politique et un chef spirituel indien. Il est profondément hindouiste, qui, dans sa jeunesse, est allé étudier à Londres le droit. C'est quelque chose de très très fréquent parmi toutes les personnalités qui vont lutter pour l'indépendance de leur pays. Ce sont souvent des personnes qui ont fait des études dans la métropole, ici pour Gandhi en Angleterre, ce qui leur a permis d'acquérir les codes, d'acquérir les usages du coup de ces puissances coloniales et qu'ils vont pouvoir utiliser pour obtenir l'indépendance de leur pays. C'est vraiment quelque chose de fréquent. Il lutte donc, Gandhi, pour l'indépendance de l'Inde par la désobéissance civile et la non-violence. Donc ça, on est vraiment sur la question des moyens, comment obtenir cette indépendance. Et Gandhi va être donc l'utilisateur de cette désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est en fait quand vous refusez et que vous vous opposez à des lois que vous trouvez injustes. Et tout cela en évitant toute forme de violence. C'est ce que fera notamment Gandhi lors de la marche du sel en 1930. Qu'est-ce que c'est que cette marche du sel? C'est donc une grande marche de plus de 400 km organisée par Gandhi et dans laquelle il sera suivi par des milliers d'Indiens pour ramasser en fait du sel, parce que les Anglais imposaient aux Indiens d'acheter du sel britannique, qui était très fortement taxé. Le message de Gandhi, en désobéissant en anglais, en allant lui-même récolter son propre sel, c'est de dire, en fait, il n'y a pas de raison que nous soyons contraints d'acheter ce sel britannique quand nous pouvons nous-mêmes nous en procurer. Donc en faisant ça, il est bien dans la non-violence et il s'oppose aux lois anglaises, il désobéit aux injonctions de la couronne britannique. Beaucoup des personnes qui vont l'accompagner vont être d'ailleurs jetées en prison, tout comme Gandhi lui-même, qui sera à plusieurs reprises jeté en prison par les autorités britanniques pour son action en faveur de l'indépendance de l'Inde. Sa femme d'ailleurs meurt en prison. On verra après donc pourquoi et comment il est assassiné par un extrémiste hindou en 1948. J'aimerais rester un petit peu sur ce personnage de Gandhi parce que c'est vraiment une figure essentielle du XXe siècle. Il est souvent présenté comme un héros des temps modernes, comme un modèle. Alors comme tout modèle, en fait, quand on creuse un petit peu, il y a la part d'ombre de Gandhi, une part d'ombre qui s'exprime chez lui par une forme de racisme dont il fait preuve, notamment en Afrique du Sud. Il y a quelques textes de Gandhi, des textes où il est plus jeune, mais malgré tout, ça n'excuse pas tout. Donc où il fait preuve d'un certain racisme vis-à-vis des populations africaines. Ça, c'est pour la part d'ombre. Je pense important quand même de le souligner. Hein. Des fois, il ne faut pas non plus idéaliser ces figures historiques, mais garder donc les yeux bien grands ouverts par rapport à eux. Toutefois, son attitude et ses préceptes sont intéressants, en, notamment donc sur la question de la tolérance religieuse.
Gandhi, c'est quelqu'un donc qui est hindouiste, pratiquant, mais qui va toujours garder une posture d'ouverture vis-à-vis des autres religions qu'il va étudier. Il n'hésite pas aussi à critiquer sa propre religion, l'hindouisme, notamment le système des castes. Et ce qui est intéressant, c'est que politiquement, du coup, Gandhi souhaite une indépendance indienne, mais qui se fasse dans l'unité. Il ne veut pas de séparation des populations musulmanes ou hindouistes. Il pense que toutes ces religions peuvent vivre en harmonie dans un seul et même État. Il est aussi donc connu pour sa simplicité, on le voit à son corps d'ascète, hein, et le fait qu'il porte des vêtements traditionnels indiens qu'il fabriquait lui-même. On le voit ici, ça c'est une photo très célèbre de Gandhi, en train d'utiliser un rouet pour filer la laine, un rouet que l'on retrouve ici sur le drapeau indien. Ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, en fait, Gandhi, il fait aussi de la politique. En utilisant un rouet, c'est aussi une manière pour lui de lutter de façon pacifique et non violente contre la domination anglaise. C'est une manière de dire que les Indiens peuvent très bien se passer de l'industrie textile anglaise. Et donc par cet acte, il montre la possibilité de se détacher de la domination britannique. Il est aussi végétarien, féministe, il dénonce les inégalités sociales et donc c'est un apôtre de la non-violence. Il défend cette non-violence qui passe notamment par le refus, par exemple, de payer les impôts aux Anglais, par des boycotts, le fait de ne pas vouloir acheter de produits anglais, ce qu'il fait notamment en fabriquant ses propres vêtements ou lors de la marche du Sel. Vous avez ici une photographie de Gandhi dans sa jeunesse, jeune avocat à Londres. Je ne sais pas vous, moi il me rappelle un élève, je vous laisse deviner qui. Une petite citation de Gandhi pour terminer sur ce personnage. Une citation que je trouve très intéressante, je vous la livre. C'est une erreur de croire qu'il n'y ait pas de rapport entre la fin et les moyens. Et cette erreur a entraîné des hommes considérés comme croyants à commettre de terribles crimes. C'est comme si vous disiez qu'en plantant des mauvaises herbes, on peut récolter des roses. Cette phrase, je la trouve très riche et très intéressante, notamment dans le cadre de notre programme de 3e, parce que c'est l'exact opposé de ce que va faire notamment, de ce qu'a fait plutôt Lénine. Je vous rappelle, Lénine, pour lui, c'est plutôt l'inverse. Pour lui, c'est plutôt, comme on le dit dans le langage courant, la fin justifie les moyens. Autrement dit, je peux réprimer, je peux enfermer les opposants, je peux pratiquer toute une politique de répression, comme mon but est juste. Je vous rappelle que Lénine, son argument, c'est de dire, voilà, oui, je suis terrible, mais c'est pour construire une société plus juste, plus égalitaire, etc. Et ici, Gandhi, il est vraiment dans une attitude opposée. Quand il dit, c'est une erreur de croire qu'il n'y ait pas de rapport entre la fin et les moyens. Pour Gandhi, non, justement, la fin ne justifie pas les moyens. Et en faisant ça, Gandhi, en fait, il montre qu'il met en parallèle, en adéquation, il met ensemble, si vous voulez, sa philosophie et sa lutte politique. Pour Gandhi, de la violence ne peut rien émerger de bon. Par la violence, on obtiendra la violence. Donc, l'idée de Gandhi, c'est donc de dire, en ayant une pratique non violente pour réclamer l'indépendance de l'Inde, je prépare des lendemains qui peuvent être positifs. Je prépare des lendemains qui pourraient être radieux pour l'Inde. Donc, voilà, une pensée que je trouve très intéressante, même si on verra que malheureusement pour Gandhi, la partition de l'Inde, l'indépendance de l'Inde ne se passera pas tout à fait aussi bien qu'il l'espérait. Troisième question, que réclame Ali Jinnah? Alors Ali Jinnah, il est aussi sous la domination anglaise en Inde, hein. Il a aussi fait des études en Angleterre, des études de droit lui aussi, mais Ali Jinnah est musulman. C'est le leader d'ailleurs de la Ligue musulmane, et lui ce qu'il souhaite en fait, c'est l'indépendance, certes, mais de deux pays différents. Il souhaite qu'il y ait une division de la colonie des Indes britanniques en deux États souverains. L'Inde, qui serait donc hindouiste, et le Pakistan, qui sera à majorité musulmane. Pour Ali Jinnah, en fait, les différences, que ce soit religieuses ou culturelles, sont trop importantes entre musulmans et hindouistes, et ça nécessite donc une séparation en deux États. Alors, du coup, que pensent, dans cette question 4, les Anglais de toutes ces réclamations? Et vous avez dû répondre, donc, que finalement, l'Angleterre accepte l'indépendance de l'Inde.
elle l'accepte, pas forcément de plein gré, hein, on a vu qu'il y avait des dizaines d'années de lutte de l'Inde auparavant, mais elle accepte sans recourir aux armes, donc l'indépendance de l'Inde. Vous avez ici Lord Mountbatten, le vice-roi des Indes, pardon, donc il représente la couronne britannique, Nehru, un ami et un proche de Gandhi, qui est plus sur le versant politique, et ici Ali Jinnah, qui sont en train de signer donc, ces accords de partition de l'Inde. On arrive du coup à la dernière question. Quand l'Inde obtient-elle son indépendance? Comment le territoire est-il divisé et comment se déroule cette partition? Vous avez dû trouver sans problème que donc l'Inde obtient finalement son indépendance en 1947, mais c'est finalement la solution d'Ali Jinnah qui est retenue par la couronne britannique, et donc le territoire de la colonie anglaise est divisé entre d'un côté le Pakistan à majorité musulmane et l'Union indienne hindouiste, dont Nehru d'ailleurs devient le Premier ministre. Et cette partition se déroule dans un climat de très très grande tension avec des déplacements de population. Pourquoi? Parce que lors de cette partition, je vais prendre un exemple pour être plus clair, vous pouvez avoir des musulmans qui se retrouvent dans l'Union indienne et qui vont vouloir rejoindre le Pakistan, à majorité musulmane. Et inversement, des hindouistes se retrouvent au Pakistan et veulent rejoindre l'Union indienne, hindouiste. Et ces déplacements de population, on ne parle pas d'un petit village là, hein, on parle de millions de personnes vraiment qui changent du coup d'État, se passent dans un climat de très grande violence avec des massacres de part et d'autre. J'ai trouvé plein de sortes de chiffres très très différents, mais en tout cas, voilà, c'est plusieurs dizaines de milliers de victimes. Donc finalement, le rêve de Gandhi ne se réalise pas complètement. Enfin, il obtient l'indépendance, mais pas celle qu'il souhaitait. À ce moment-là, d'ailleurs, au moment de ces violences, il se lance dans une grève de la faim en signe de protestation, et peu de temps après, il va être donc assassiné par un extrémiste hindouiste, donc en 1948. Donc juste après l'indépendance, finalement, l'Inde se retrouve un petit peu orpheline du coup avec la mort de Gandhi. Voilà donc pour l'indépendance de l'Inde. La prochaine fois, on travaillera sur l'indépendance de l'Algérie. Je vous donnerai de la même façon le travail à faire. Je vais vous laisser donc avec cette citation de Gandhi que je vous laisse méditer. Œil pour œil et le monde finira aveugle. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.